La microscopie optique, c'est simple, c'est simplement de l'observation visuelle justement pour voir l'état de conservation de ce matériau et pour voir éventuellement des informations sur sa structure. On peut voir ici sur les deux lignes du haut des verres rouges, qui sont des vitraux, et on voit que ces verres sont des matériaux composites. Alors pour certains ils datent du XIVe siècle, pour les plus récents qu'il y a sur les photos là c'est XVIIe, XVIIIe siècle. On a déjà un matériau composite formé de plusieurs couches de verre, les unes sur les autres, une couche de verre rouge, parfois directement au contact avec une couche de verre incolore, et parfois prise en sandwich entre deux couches de verre incolore. Donc déjà, ça nous renseigne simplement cette observation sur la façon dont a été fait le matériau, et un peu aussi sur les techniques et savoir-faire des verriers de l'époque. Et si on pousse un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'au lieu d'une loupe binoculaire, on emploie le microscope, on peut avoir des grossissements un peu supérieurs, et dans le cas d'un verre rouge, sur la ligne 3, on peut voir par exemple à des grossissements de 60 ou 100, apparaître des cristaux, donc qui sont les éléments colorants de ces verres, et donc on a accès à la structure, et on peut voir déjà si c'est un matériau homogène en composition, ou si on a un matériau multiphase, c'est-à-dire qu'avec à la fois une phase vitreuse et des phases cristallines qui poussent à l'intérieur. On peut voir ça aussi sur la ligne d'en bas, où on a un petit verre mosaïqué des premiers siècles de notre ère, où l'on a donc, en fait c'est un élément, c'est une baguette de verre mosaïqué utilisée par le verrier pour faire des récipients, pour faire un certain nombre d'objets, et on peut voir sur cette baguette qu'on a un verre incolore qui paraît noir à l'intérieur, donc des deux baguettes cerclées de verre rouge, et le tout noyé dans un verre jaune. Et on peut voir justement, grâce à la microscopie, quelle est la structure de ces verres, que le verre jaune c'est un verre qui a de tout petits cristaux jaunes à l'intérieur, et que le verre rouge c'est encore des cristaux beaucoup plus petits. Et là, d'autres techniques par contre sont nécessaires pour aller plus loin. Bon, ça permet surtout la microscopie optique de faire de jolies images, et on peut voir ici différents types de verres, des verres opacifiés blancs, des verres rouges, des verres avec une feuille d'or insérée, des cristaux d'opacifiants disséminés dans le verre ou d'autres structures différentes. Donc déjà, première approche du matériau, c'est de voir à quoi on a affaire et comment ça a été fabriqué. D'autres exemples, en particulier un que j'aime bien, mon petit vaisseau de Star Trek, là, en haut, alors je ne sais pas comment donner l'image, il faut peut-être éteindre un petit peu. Non, c'est possible, parce que c'est vrai que là, moi j'ai très belles images, mais en me retournant, c'est un peu moins bien. Donc voilà, alors ce sont des cristaux de cuprite, donc la cuprite est un oxyde de cuivre. Alors bon, juste un petit peu peut-être, pour ceux, si jamais ça ne se voyait pas trop bien avant. Voilà, oui, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Donc on peut voir donc, les cristaux. Et donc on peut identifier donc, des cristaux de cuprite, d'oxyde de cuivre, on peut identifier des cristaux d'antimoniate ou de stanate de plomb dans le cas des verres jaunes. Dans le cas du verre bleu du milieu, ce sont des cristaux d'antimoniate de calcium. Donc, alors l'analyse visuelle ne nous donne pas la composition, mais nous dit déjà, attention, il y a des phases qu'il va falloir identifier, et en fonction de ça, donc, on va pouvoir utiliser différentes techniques. Alors, une des techniques clés pour l'identification des phases, pour nous, c'est la microscopie électronique à balayage. Le seul inconvénient, c'est une technique qui est destructible, car elle nécessite de travailler sur un échantillon poli, donc de façon à pouvoir faire de l'analyse. Mais elle est extrêmement utile, car elle va nous permettre, sur une coupe, de faire de la cartographie, d'identifier les éléments présents, et lorsque l'on a des cristaux, par exemple, d'identifier quels sont les éléments présents dans ces cristaux. Et donc là, par exemple, ça nous donne, dans un verre opaque, on va voir qu'on a des cristaux qui sont riches en plomb, en antimoine et en calcium. On va donc avoir à la fois des particules d'antimoniate de plomb et d'antimoniate de calcium. Dans d'autres cas, on peut voir les matériaux infondus, c'est-à-dire que bon, lorsque le verrier a fait son verre, toute la matière première n'a pas forcément fondu, donc il va rester des grains de cette matière-là. On va donc pouvoir identifier sur la photo là-bas, alors si, avec la souris ça marche, voilà. Sur cette photo-là, on a deux infondus. Et puis on a des cristaux qui sont développés à l'intérieur de la matrice vitreuse lors de son refroidissement, qui sont des cristaux, eux, parfaitement formés avec des arrêts de vivre. Donc on peut déjà aussi, grâce à la microscopie, voir un petit peu la mise en place de ce matériau au niveau conditions de refroidissement, conditions de mise en œuvre. Voilà. Et sinon, la technique, je dirais, reine au laboratoire, c'est la spectrométrie de masse à plasma avec prélèvement par ablation laser. Alors, cette technique, je vais vous en parler peut-être un petit peu plus longtemps,
parce que c'est vraiment la technique que l'on utilise le plus souvent sur ce matériau après avoir fait les observations préliminaires. Voilà, donc ça fonctionne comment? Ça fonctionne avec un rayon laser, et ce rayon laser, on va le focaliser sur l'objet de façon à faire un prélèvement. Ce prélèvement, on va l'envoyer grâce à un gaz. On fait le prélèvement dans une cellule que vous avez donc ici en bas. Cette cellule est balayée par un gaz vecteur qui est de l'argon, et on envoie le prélèvement dans une torche plasma, ici, donc torche à 8000 degrés, qui va dissocier la matière, l'atomiser, de façon à pouvoir, grâce à un système d'aimant, séparer les éléments les uns après les autres et les quantifier. Donc c'est une technique que l'on considère comme quasiment non destructive, car on peut analyser l'objet directement, sans aucune préparation, et surtout, le prélèvement que l'on effectue est invisible à l'œil nu. On fait des prélèvements de l'ordre de 0,08 mm de diamètre, donc 80 micromètres, sur, par contre, une profondeur très variable en fonction du temps d'analyse, qui peut aller jusqu'à plus d'1 mm de profondeur. Donc on va faire des petits forages à l'intérieur de la matière, de façon à essayer d'extraire cette matière pour l'analyser. Un des autres avantages de cette technique, donc on voit ici, par exemple, une perle, en bas à droite, oui, ça doit être ça pour vous. Et on voit donc les cratères d'ablation effectués sur cette perle, donc avec une échelle donc extrêmement petite, vous voyez, moins de 100 microns de diamètre. On a développé plusieurs cellules pour pouvoir mettre tout un tas d'objets à l'intérieur, de façon donc à analyser des objets de taille extrêmement variée. Alors, cette technique, on peut procéder de deux façons. La première façon, je dirais, c'est on va travailler en aveugle. On va dire que le matériau est homogène, on fait un trou. On envoie tout le matériel, enfin toute la matière dans le spectromètre de masse, et puis on prend une valeur moyenne de ce prélèvement. C'est-à-dire qu'on somme le prélèvement du début ou d'un instant T, après un certain octet. Si on voit que l'objet est corrodé en surface, on peut très bien décider de faire un tir laser, de ne pas enregistrer le signal, et d'enregistrer le signal qu'au bout d'un moment, quand on pense être arrivé dans le versin, de façon à éliminer la corrosion. Et donc on fait l'analyse ici, moyenne, sur ce temps-là. Mais, à partir du moment où on va faire un prélèvement qui va être séquentiel, qui va être ordonné dans le temps, on peut aussi décider de travailler d'une autre façon, de partir de la surface et d'enregistrer le signal au fur et à mesure que le laser pénètre dans le matériau, de façon à reconstruire la courbe des éléments que l'on va rencontrer. Et dans ce cas-là, on va être capable de reconstruire un profil de concentration de la surface jusqu'à une profondeur T, qui va dépendre du matériau, qui va dépendre du temps de l'analyse, et puis qui va dépendre aussi de la fréquence de tir de notre laser. Si on tire avec une fréquence de tir de 1 Hz ou de 10 Hz, on ne va pas pénétrer à la même vitesse. Alors, quelques applications dans le cas des verres. Alors, c'est une technique qui a l'avantage, on a des très petits prélèvements, on va donc être capable d'analyser des structures extrêmement fines, et dans le cas de verres composites, comme le verre qu'on a ici, d'analyser chaque élément coloré qui constitue ce verre de façon quasi invisible, c'est-à-dire voilà, on va faire ce sera plus simple avec la souris, on va faire des petits trous dans cette structure de façon à caractériser le verre rouge, blanc, jaune et noir. Et puis là, on va s'apercevoir d'un certain nombre de choses, par exemple sur ces perles-là, on a des trous ici, qui correspondent à l'emplacement d'anciens décors. Le verre qui faisait ce décor a disparu, lié à la corrosion, donc il n'y existe plus. Par contre, lorsque le verrier a déposé son verre sur le petit anneau, il y a eu une interaction entre les deux matériaux, il y a des résidus de verre coloré qui restent quand même dans le verre noir, même si on ne les voit plus à l'œil nu, et on voit que probablement, vu l'endroit où on se trouve, sur ce diagramme, il y a une plus grande probabilité qu'on ait eu affaire à du verre jaune qu'à du verre blanc. Mais ça reste, je dirais, une devinette, une hypothèse, parce que le verre, on ne l'a pas. Alors vous voyez, ce sont des perles de l'âge du fer. Juste pour vous donner un ordre d'idée, le petit trait que vous avez là en haut, c'est 1 mm. Donc ce sont des perles qui font entre 2 mm, 2 mm 5 de diamètre en maximum. Il faut imaginer une sorte de baguette. Et le verrier décorait sa baguette avec un verre coloré, et donc ça crée donc une perle à océan. Dans le cas de ces verres mosaïqués, on a pu mettre en évidence à l'époque romaine l'existence de différentes recettes de verre, à la fois fabriquées avec des carbonates
naturel de sodium, donc un fondant extrait du sol, je reviendrai sur ces termes-là après, ou alors des cendres de plantes littorales. Voilà. Dans le cas d'un verre multicouche comme celui-là, on va pouvoir travailler de deux façons. Soit on a l'autorisation de, je dirais, sacrifier l'objet. On va donc pouvoir établir un profil de concentration en faisant de multiples petits trous de la surface vers l'intérieur et reconstruire chaque prélèvement en courbe. Et on peut voir dans ce cas-là qu'on a en surface un verre qui est très riche en cuivre, plomb, étain et autres, et qu'on a certains éléments comme l'or, enfin l'argent ici, ou l'or, qui ont carrément diffusé dans le verre. On a une sorte de chromatographie qui va se produire. On amène de l'argent probablement en surface avec le cuivre, qui est là, dans cette couche-là, et l'argent va diffuser extrêmement rapidement, beaucoup plus vite que le cuivre. Alors que les premiers éléments, eux, ne diffusent pas. Et on peut voir que d'autres éléments, par exemple, celui-là, donc là c'est le cuivre qui a une légère diffusion, l'argent qui a un fond de diffusion différent, alors que étain, antimoine et plomb, eux, sont une sorte de courbe très nette. Donc ça nous renseigne un petit peu sur ce qui se passe dans le verre lorsque l'on travaille, des éléments qui se font à l'insu du verrier par contre. Mais ça nous aide à comprendre comment un peu le verrier a mis en œuvre ces différents verres. Dans d'autres cas, par exemple, on a des feuilles de métal qui sont insérées entre deux couches de verre. Il y a deux techniques. Il y a les perles à l'argent ou les perles à l'or. Alors, là, on va ce coup-ci partir de la surface de l'objet, on est ici, et on va forer progressivement avec le laser. On va rencontrer donc les différentes couches et on va reconstruire des profils de concentration. On voit que dans le cas en dessous, c'est une feuille d'or que l'on rencontre, avec un petit peu d'argent sans capter. Dans le cas au-dessus, on a une feuille d'argent, on voit que le signal de l'or est très faible. Par contre, on voit que le verre à l'extérieur est un verre qui contient beaucoup de fer par rapport au verre à l'intérieur. En fait, on a un verre jaune ambre sur un verre incolore. Le verre jaune ambre sur une feuille d'argent donne l'aspect d'une feuille dorée. Et donc, on a une perle à l'or avec de l'argent. Alors à l'heure actuelle, moi je connais un verrier en Indonésie qui refait ce type de perles avec des techniques anciennes. Il n'utilise ni or ni argent, il utilise un film d'aluminium et il produit des perles avec un aspect parfaitement doré. Simplement, il prend un verre jaune ambre, un peu style canette de bière, sur un verre incolore et il met sa feuille d'aluminium entre les deux. Et donc on a une illusion parfaite de perles antiques à feuilles d'or. Autre cas, on va passer ici, là on n'est plus dans l'Antiquité, on est au XVIIe avec des flacons attribués à Bernard Perrault. Ces flacons étaient métallisés. Bon là vous vous rendez compte que le flacon est entier, il n'est pas question de le détruire. On a donc développé des cellules un peu plus grandes, c'est des flacons qui font une dizaine de centimètres, des petits flacons à parfum. Le flacon ici était métallisé, on ne savait pas quels étaient les éléments présents à l'intérieur. Et bien là c'est pareil, on a fait un trou de la surface jusqu'à l'intérieur, donc vous voyez plus d'1 millimètre de profondeur dans ce cas-là. Et on a vu apparaître à l'intérieur un fort signal d'étain, plomb et bismuth. Alors, à l'époque de Bernard Perrault, qui est supposé avoir fait ce flacon, le bismuth n'était pas connu en tant qu'élément. C'était censé être une variété d'étain ou de plomb, mais on retrouve le nom de bismuth dans un certain nombre de recettes de l'époque, comme justement une variété bizarre dont ils avaient dû repérer le point de fusion un peu plus faible et une meilleure utilisation pour ce genre de procédés. Cet alliage relativement proche de certains alliages modernes font à peu près une centaine de degrés. Donc on peut voir que rapidement le verrier, sans détériorer son verre, sans chauffer trop fortement le verre, peut faire une métallisation interne, donc à relativement basse température. Voilà. Alors, autre avantage de cette technique, quand on travaille sur des petites perles jaunes comme ceci, bon, normalement, la spectrométrie MAC ne permet pas d'identifier les phases, mais dans un cas comme celui-là, on est tombé sur un accident. Un accident, ça peut être ce genre de particules à l'intérieur du verre. Et bien, ce genre de particules, sur le spectre, si on part de la surface, va se traduire par brutalement apparition d'un pic d'étain et de plomb, une baisse de silice et de soude qui sont les éléments principaux du verre, et on va donc simplement, lorsqu'on va croiser ce cristal, avoir donc l'identification des éléments présents. Alors on peut parfois aller même plus loin, dans un cas comme celui-ci. Prenons cette petite perle orange et rouge. Alors si j'avais des temps, je vais à la fin, ce sont des perles fabriquées dans l'océan Indien. Il y a deux couches de verre, une couche de verre orange, une couche de verre rouge. La couche de verre orange est très riche en cuivre.
on va jusqu'à 14% d'oxyde de cuivre. Souvent, il y a des billes de cuivre qui restent prisonnières dans le verre. Un des inconvénients de la technique ICP-MS, par contre, c'est qu'on ne sait pas quand on forque ce qu'on a dessous, surtout dans un verre opaque. Là, on est tombé sur cette bille accidentellement, mais qu'est-ce qu'elle nous renseigne? On s'aperçoit que le verrier qui a utilisé une source de cuivre, en même temps que le cuivre, qui est la petite courbe bleue qu'on a là-haut, on voit que le signal de l'argent et de l'or augmente. Donc on a un cuivre qui contient comme impureté de l'or et de l'argent. Et on voit qu'on a un autre effet qui se produit. On a du bismuth, de l'antimoine et de l'arsenic. Mais là encore, on a une sorte d'effet de chromato, je dirais. Parce que le cuivre, la bille, elle est bien là, mais le bismuth, l'antimoine et l'arsenic, ils ont diffusé hors du cuivre, ils se retrouvent plutôt à l'interface verre-cuivre. Donc, on peut penser que le verrier amène du cuivre sous forme métallique, vu qu'on a une bille qui est partiellement fondue. Quand on voit ces billes, on voit très bien que la bille a commencé à fondre et se dissoudre dans le verre, et que certains éléments vont se dissoudre plus vite dans le verre que d'autres. Dernière petite application de la méthode de spectrométrie de masse. Là, on a eu la chance de tomber, là encore, à Orléans, sur un verre attribué à Bernard Perrault, un verrier orléanais, mais ça, je reviendrai plus tard. On a pu travailler sur cet échantillon à la fois en mode classique, c'est-à-dire directement en analysant les couches, parce que le verre étant cassé donc, à l'intérieur de la couche sur la tranche, soit directement à partir de la surface et en traversant les couches. Et on voit ici, par exemple, l'analyse du verre rouge qui correspond à cette photo-là. Donc on part de la surface, on traverse du verre incolore, on traverse le verre rouge, on retraverse le verre incolore, et on voit tout à fait ce qui est en train de se passer. Le verre rouge, c'est un verre rouge à l'or et à l'arsenic. Et on voit que quand on arrive en verre rouge, on a le signal de l'or qui augmente, le signal de l'arsenic qui augmente, avec un certain nombre d'autres éléments qui augmentent, qui diminuent. Moins de manganèse, un peu plus de cobalt, on contient que clé. Bon, cobalt, c'est quand même pas un élément, mais là, on est au niveau de très faibles impuretés. On a de quelques ppm, hein, donc ce ne sont pas des grands pourcentages. Et on voit qu'en élément majeur, on a plus de calcium, plus de sodium, un peu plus d'aluminium, un peu plus de magnésium, plus de barium, plus de zinc. Donc on est capable de voir la composition de chaque verre. Et dans ce cas-là, on a pu vraiment comparer les deux types d'approches qui conduisent à des résultats relativement identiques. Donc, de façon à compliquer un petit peu les choses, on va passer sur le dernier verre. C'est celui-là. On a une couche de verre incolore. On traverse un premier petit morceau de verre blanc, puis une couche incolore, puis un deuxième morceau de verre blanc. Et là encore, on voit ici, on a verre incolore, première couche de verre blanc, verre incolore, et on arrive dans la deuxième couche de verre blanc. Donc c'est une technique qui va permettre de produire la structure du verre en profil de concentration. Le seul problème, c'est l'effet mémoire quand on quitte une couche avant d'arriver sur une autre. On fait le prélèvement dans une cellule, ce prélèvement est véhiculé par un flux d'argon jusqu'à une torche. Il y a un certain temps qui s'écoule. Quand on arrive dans une nouvelle couche, on voit le signal apparaître brutalement. Quand on quitte une couche, eh bien, en fonction de l'effet mémoire de la cellule, c'est-à-dire de la taille de la cellule, on va traîner le signal pendant plus ou moins de temps. Mais voilà donc ce que peut permettre la technique d'ablation laser sur le verre. En résolution spatiale, on a travaillé ici sur des papiers azurés hollandais donc, du XVIIe, XVIIIe siècle, et on voit qu'on peut descendre jusqu'à des trous qui font une vingtaine de microns, tout en étant capable de sortir un résultat. Alors là, le plus long, c'est pas de faire l'analyse, c'est de repérer les cristaux de smalt à l'intérieur du papier, parce qu'on a beau avoir un bon système optique, le mieux ça reste de les entourer d'abord sous binoculaire, donc pour bien les repérer, et ensuite essayer de les viser donc, avec le laser. Alors là aussi, par contre, il y a des fois, bon, je n'ai pas représenté ça, on voit simplement le cristal disparaître sous l'impact laser, il n'a pas une cohésion suffisante avec le papier, il faut passer au suivant. Voilà. Alors, maintenant un peu d'histoire, et revenons un petit peu au verre en tant que matériau et son invention. Alors, les premières phases vitreuses colorées artificiellement, on va être entre le 3e et 4e millénaire avant notre ère. Ici, on est au Yémen, on a de la stéatite c'est le talc, hein, et des perles en stéatite qui ont été chauffées et colorées. C'est-à-dire que, comment ça s'est produit, je ne sais pas, peut-être que des gens qui avaient des perles qui ont tombé dans un feu ou dans une forge, enfin pas dans une forge, on commence à voir les débuts de la métallurgie du cuivre à cette époque dans ces régions, et qui va observer
que le talc, qui est un matériau tendre, qui serait facilement épris, donc c'est ces petites perles, ben une fois qu'elles ont été mises dans le feu, elles deviennent beaucoup plus dures, on ne peut plus les rayer. Elles ont une surface, elles tiennent beaucoup mieux, donc elles s'usent moins. Et puis, pareil, comment ça s'est produit, on ne sait pas, mais mélangé avec certaines substances, comme du cuivre, et ben ces perles qui vont être blanches vont se colorer en bleu. Et puis la teinte, elle tient. C'est-à-dire qu'on a beau laver après, la teinte ne disparaît pas. Donc on a coloré un matériau. Ce sont les premières évidences de phase vitreuse artificiellement produites par l'homme. Donc en chauffant une roche, et là qui est une roche relativement facile à chauffer, c'est le talc, donc la stéatite. Et on va donc faire une vitrification de cette surface. Ensuite, il va falloir attendre pas mal de temps. Et puis l'homme va inventer la faïence. La faïence, c'est toujours pareil, toujours au cours du 3e, 4e millénaire. La faïence, c'est quoi? C'est un ensemble de grains de quartz, c'est pas la faïence moderne, c'est la faïence égyptien du sang, c'est un terme égyptien du sang, au sens égyptien du terme. C'est un agrégat de grains de quartz cimenté par une phase vitreuse. Et on voit que les premières faïences produites par les Égyptiens, c'est beaucoup de quartz, une phase vitreuse très ténue. Souvent, ces objets, ils n'ont pas tenu dans le temps, ils sont souvent complètement effrités, ils sont extrêmement fragiles. Et donc, on peut penser que là, l'homme a fait quoi? Il a pris une sorte de solution saline, mélangée peut-être avec quelque chose pour tenir, pour avoir une sorte de cohésion de son objet, mis dans un four, et puis il va avoir obtenu donc cette perle en faïence. Alors ça peut être une sorte de dérivation peut-être de céramique, de poterie, pour fabriquer ça. Puis petit à petit, on va colorer cette faïence. Cette faïence qui d'abord, les premières sont incolores. Là encore, on va appliquer des oxydes de cuivre, des oxydes métalliques, souvent le cuivre, parce que c'est un des principaux métaux que les gens connaissent à l'époque. Hein. À ces époques-là, je veux dire, c'est or, cuivre, le fer n'est pas encore connu. Et donc, on va retrouver ces oxydes de cuivre en surface au départ, donc colorant cette surface vitreuse. Puis petit à petit, la faïence va être colorée dans la masse, non plus seulement en surface, donc technique un peu différente, plutôt que de colorer que la surface de l'objet, on va colorer toute la pâte, et puis on va faire chauffer ça. Et puis, probablement, parce qu'on va augmenter les quantités de matériaux qui vont diminuer le point de fusion donc du quartz, qu'on appelle les fondants, probablement aussi parce que la technologie des fours s'améliore, on a de plus hautes températures, on va avoir des faïences qui vont avoir de moins en moins de vide à l'intérieur, de plus en plus de phases vitreuses et de moins en moins de grains de quartz. Et puis, on va arriver au verre. Alors, les perles que je vous ai mises ici en bas sont toutes des perles produites probablement, enfin, qu'on suppose produites en Italie du Nord, entre le début du 3e millénaire avant notre ère, fin du 2e, on va dire, fin du 2e, début du 3e, et la fin du 2e millénaire avant notre ère, donc aux environs du tournant du 1er millénaire, vers l'an entre 1100 et 1000 avant notre ère. Toutes ces perles donc, sont produites à peu près sur le même modèle, ont des compositions très proches. La seule chose qui change, c'est la proportion donc matière colorante et la proportion entre le fondant et le quartz. Et on voit qu'on a, tout en gardant un modèle relativement identique, on va d'un matériau ici qui est encore une faïence. Quand on le regarde au microscope électronique, il y a plein de grains de quartz, c'est encore plein d'infondus, plein de matériaux comme ça, jusqu'à un matériau parfaitement transparent, qui est du verre. Donc on peut penser que les premiers verres sont probablement issus de cette évolution naturelle, je dirais, de la faïence, où on va, par amélioration à la fois des techniques de chauffe et par modification de la recette, arriver à quelque chose qui a une plus en plus grande cohésion et qui arrive à avoir une certaine même transparence à la fin. Alors, on ne va pas parler pour l'instant du verre soufflé, ça arrive beaucoup plus récemment. Donc les premiers matériaux, 4e millénaire, on est sur de la faïence essentiellement, et puis au milieu du 3e millénaire, probablement les premiers verres qui apparaissent, on n'a pas beaucoup d'évidence de ces premiers verres. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'au milieu du 2e millénaire, vers 1500 avant notre ère, on produit du verre en quantité, on ne va pas dire industrielle, mais en très grande quantité, parce qu'on retrouve du verre sur tous les sites, sous forme d'amulettes, sous forme de parures, enfin, sous forme de perles, sous forme de petits décors. Le verre devient un matériau courant à partir du milieu du 2e millénaire. On a des fours, et puis surtout on a des évidences de commercialisation. C'est-à-dire que ce verre n'est pas seulement fabriqué localement et gardé, ce verre il s'exporte. Et il s'exporte, quelles sont les évidences que l'on a?
Alors oui, puis après, à l'âge du fer, bon, on a une explosion des fabrications de verre, des recettes de coloration et autres, mais on reviendra sur la coloration plus tard. Donc revenons d'abord sur le verre, recettes et modes de production. Donc pour faire du verre, il faut de la cisse. En général, c'est du quartz. Soit du quartz récupéré dans une rivière, en tant que roche. Ces galets de quartz sont souvent étonnés, ça, on les fait chauffer, on les fait éclater dans l'eau, donc de façon à les réduire en poudre. Mais le quartz, 1728 degrés, à l'époque, c'est pas possible. Donc il va falloir ajouter un fondant qui va abaisser son point de fusion. Ce fondant, ça va être soit des sels d'origine minérale, donc du natron, qu'on trouve dans les lacs égyptiens, c'est un carbonate de soude, soit des cendres de plantes. Alors, les premiers verres sont faits à partir de plantes sodiques, ce sont des plantes halophytes qui poussent sur le littoral ou des plantes qui poussent dans le désert. Ou alors, plus tard, je dirais durant le Moyen-Âge, des cendres forestières, du hêtre, de la fougère, du sapin. Et puis, ce verre, on va souvent le colorer ou le pacifier, parce que les premiers verres n'ont pas du tout été faits dans le but de faire un matériau transparent pour faire des vitrages, c'était pour imiter la pierre. Donc c'était pour faire un matériau plutôt, donc un substitut de précieux. Donc ce verre, on peut le mettre en forme, on peut le fabriquer aux environs de 1000 à 1100 degrés, et puis ensuite il va être mis en forme jusqu'à fabriquer l'objet. On a deux grands modes de fabrication, de type de production pour ce verre dès le départ. Soit on a un atelier unique où on produit le verre et les objets, mais ce modèle est quand même relativement peu fréquent. Le modèle le plus fréquent, c'est l'atelier primaire, où on va fabriquer du verre en grande quantité. On verra tout à l'heure qu'on peut atteindre jusqu'à 9 à 10 tonnes de verre. Et ensuite un atelier secondaire où d'autres artisans vont mettre cette matière première en forme, donc soit fabriquer des perles, soit plus tard souffler pour fabriquer des éléments de vaisselle, du verre à vitre ou d'autres choses comme ça. Et ensuite, ces objets, on les retrouve sur le site de consommation. Nous, souvent, c'est à ça qu'on a, je dirais, on a accès. C'est le verre qui provient du site archéologique. Quand nos collègues tombent sur des ateliers, soit secondaires ou primaires, on est éventuellement ravis parce que c'est beaucoup plus intéressant d'étudier le matériel à la source plutôt que le produit fini. Alors, c'est pas tous les jours, mais grâce, je dirais, aux grands travaux, aux autoroutes, aux voies ferrées, à tout ce qui s'ensuit, il y a de plus en plus de fouilles préventives et on a de plus en plus de chances, pour des périodes où on n'avait aucune connaissance du verre, de tomber sur des résidus d'atelier. Alors parfois ce sont quelques fragments de creuset, parfois quand on a un peu plus de chance on a le four, mais bon, on n'a quand même pas tous les objets. Donc au niveau de ces ateliers, donc bien distinguer l'atelier primaire de l'atelier secondaire. Ici on a deux exemples. Un exemple à Beni Salama en Égypte, donc four primaire daté des 1er et 2e siècles de notre ère. On va produire dans ces fours jusqu'à 9 à 10 tonnes de verre. Il faut vous imaginer un four à bassin, 12 mètres sur 4, à peu près 1,50 m à 2 mètres d'élévation. On va mettre les matières premières, donc du quartz, du fondant, éventuellement du colorant broyé. On a deux chambres de chauffe, c'est un four à aération. Donc là, ensuite, ça chauffe, les fumées passent. On peut chauffer 48 heures, une semaine, 2 semaines, on n'en sait rien. Probablement très longtemps. Et à la suite de ça, on démonte le four, on casse la dalle et on exporte la dalle. Les gens ne travaillent pas le verre sur place. Parfois, on a eu la chance une fois d'avoir une dalle ratée qu'on a sur un four israélien et la dalle fait 10 tonnes. Donc vous voyez que ce n'est pas de la petite production et là on est dans les premiers siècles de notre ère. Et ensuite on va avoir des ateliers dits secondaires où les gens vont récupérer ces blocs de verre fabriqués dans cet atelier-là, qui peuvent venir par bateau, qui peuvent venir par différents moyens de transport, vont le refondre et là on a des petites structures, 1 mètre carré à peu près, avec un alambic, donc une chambre de chauffe, le verre qui est ici, et probablement autour de ces structures, des gens qui ont des cannes, qui ont un certain nombre de choses comme ça, qui vont fabriquer les objets. Et ici, qui coupe le four qui a été construit à la planche, qui est supposé une sorte de four de recuit, puisque le verre, lorsqu'il est refroidi, il a encore pas mal de tension. Pour éviter qu'il casse, il va falloir le recuire, donc de façon à stabiliser la structure. Voilà. Alors, la circulation du verre sous forme de produit brut et fini se fait très tôt. Je vous ai dit tout à l'heure, les premières évidences de fabrication quasi-industrielle entre guillemets de verre datent du milieu du 2e millénaire, donc aux environs de 1500-1600 avant notre ère, c'est en Égypte, c'est en Mésopotamie, et
14e siècle avant notre ère, on a une épave, Mugurum, au sud de la Turquie, et dans cette épave, il y a une jarre pleine de perles de verre. C'est des milliers de perles qui sont sorties dans cette jarre. Il y a des lingots de verre bleu, c'est-à-dire du verre brut, fait anti-lingot. Et ce verre, on pense qu'il était produit en Égypte. Alors les perles, on n'en sait rien, c'est toute la Mésopotamie, les lingots peut-être plutôt l'Égypte. Donc on a déjà un commerce en Méditerranée qui devient assez florissant parce qu'on transporte du verre brut d'un endroit à l'autre qui va être remis en forme par nos artisans. Alors dans ce bateau, il y avait des lingots de pluie, il y avait tout un tas d'objets, il y avait une quantité phénoménale donc, de biens. C'était une sorte, je dirais, de Casto, Merlin à l'époque, comme vous voulez, hein, mais vraiment un grossiste qui faisait le tour de la Méditerranée et qui achetait et revendait en fonction des zones. Ce commerce de verre va continuer tout le temps, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le verre est fabriqué et commercialisé, ça ne va jamais s'arrêter. Là, on est sur l'épave des Ambiers, donc on est plutôt au IIe siècle de notre ère. On a par contre une cargaison pratiquement entièrement consacrée au verre. Alors cette cargaison, ce sont des blocs de verre brut, il y a plusieurs tonnes de verre. Des blocs complètement. Une dalle qu'on a concassée, qu'on a stockée là pour être envoyée dans des ateliers secondaires. Mais il n'y a pas que du verre brut, il y a de la vaisselle. Les piles de vaisselle, elles étaient bien empilées, un peu cassées, qui a suite au naufrage. Mais on a retrouvé un certain nombre de formes complètes. Donc on est capable vraiment de savoir quel type de vaisselle était envoyé. On a du verre à vitre, deux types de verre à vitre, du verre plat, des grandes vitres. Bon, on n'est pas au mètre carré, mais on a quand même des vitres qui font 20-30 cm en taille, donc des vitres rectangulaires, donc des beaux verres plats, et des vitres rondes qui devaient certainement servir aux oculus de terme. Alors là, imaginez plutôt un casque anglais ou un casque canadien, donc une sorte de saladier. Donc, on a à la fois du verre architectural, du verre donc, de consommation courante et du verre brut. Ce bateau s'est abîmé donc, au large des Ambiers, il devait certainement approvisionner les ateliers de verriers secondaires du sud de la France, enfin du sud de la Gaule à l'époque. Et des épaves de ce type-là, on en connaît au XIIIe siècle, on en connaît pratiquement à toutes les époques. Donc ce commerce extrêmement florissant. Une des dernières découvertes d'épaves, bon, il y en a une en Méditerranée, mais c'est pas encore tout à fait officiel, mais encore une nouvelle qui correspondrait plutôt à l'âge du fer. Mais surtout, une épave qui a été découverte dernièrement, c'était au Sri Lanka. Donc au sud du Sri Lanka, on ne savait pas comment s'organisait le commerce du verre dans l'océan Indien. Pour la première fois, on a eu la chance de tomber sur une épave avec des lingots de verre. Alors là, ce n'est pas des lingots de verre bruts comme nous, hein, ce n'est pas des dalles concassées. Ce sont des saladiers, carrément, des masses de verre, allez, on va dire 50 cm de diamètre, à peu près de demi-sphère. Donc ça atteint des fonds de creuset qui étaient entassés dans la cale du bateau. Donc là encore, qui devaient servir à d'autres ateliers donc pour fabriquer des objets à partir de ce verre-là. Alors, les grandes familles chimiques du verre. Donc, étudier le verre, ça va nous servir à quoi? Je vous ai parlé de recettes, d'histoire de sciences et de techniques. Donc, il y a différents types de fondants qui vont permettre de fabriquer du verre. Il y a les soudes minérales qu'on va retrouver en haut, sur un diagramme ternaire, donc soude, potasse, magnésie et chaux. Donc, quand on a de la soude, on est en haut. Quand on a de la potasse, on est plutôt en droite. Quand on a que de la chaux, on est ici. Et on voit que suivant les plantes que l'on va utiliser, on a tout un tas de compositions possibles. C'est-à-dire que si on utilise les soudes minérales, bon, on est plutôt en haut. Si on utilise du salpêtre, on va plutôt être donc, au niveau du pôle potassique ou d'autres dépôts salins. Et en fonction des plantes, par exemple les cendres de céréales, bruyères, roseaux, sphènes, sapins, on va être donc dans cet ensemble de triangles rouges ici. Ensuite, si on utilise des cendres plutôt calciques, du mûrier, du chêne, du hêtre ou d'autres parties du sapin, on va être dans ces triangles incolores, parce que c'est pareil, en fonction de la partie de la plante qu'on va utiliser, les branches, le tronc, la souche, on ne va pas forcément avoir la même composition de cendres. En fonction du terrain sur lequel la plante pousse. Voilà. Donc on voit qu'on a tout un tas de compositions possibles de cendres et de fondants. Et si on s'intéresse maintenant au type de verre que l'on a dans je dirais, au niveau des sites archéologiques, on voit qu'ils se distinguent en 5 grandes familles. On a des verres strictement sodiques, avec, enfin, calcosodiques on va dire, avec de la chaux, parce qu'il faut de la chaux pour stabiliser le verre. Si vous avez un verre qui avait que de la silice, de la potasse, ou que de la silice et de la soude, le verre il est soluble, il n'a pas de tenue. Donc il va faire des éléments qui vont stabiliser cette structure. En général, c'est la chaux et l'alumine, qui sont, on pense, amenés
comme impureté du sable au départ. Donc des verres avec un fondant essentiellement sodique, qu'on attribue à de la soude minérale, c'est-à-dire qu'il y a très peu de potasse, très peu de magnésie. On peut penser qu'on a pris directement du carbonate de sodium dans des dépôts minéraux. Des verres ici qui ont des teneurs en potasse et en magnésie un peu plus élevées, qui sont probablement des verres produits à partir de salicorne, c'est-à-dire qu'on a utilisé des plantes littorales comme la salicorne, on les a fait brûler, on a récupéré les cendres, on a mélangé ces cendres avec une source de silice et on va obtenir des verres donc sodiques, mais avec des teneurs nettement plus élevées en potasse et magnésie. Puis on a ici cet ensemble de verres calco-potassiques avec des variantes en fonction des régions. C'est-à-dire que si on est dans l'est de la France, on va être plutôt là. Si on est dans l'ouest et dans le sud-est de la France, on va plutôt être ici. Mais ça dépend des sols, ça dépend des plantes. On peut penser qu'ici, on va plutôt utiliser le chêne, ici plutôt la fougère et le sapin. Donc ça, c'est essentiellement les verres médiévaux. Et puis on a un petit groupe ici, particulier, de verres pseudo-potassiques. Alors ils sont très particuliers, ces verres-là, parce qu'on les trouve pratiquement, uniquement entre moins 1100 avant notre ère et moins 900 avant notre ère, et ils viennent tous d'Italie du Nord. C'est-à-dire que c'est Venise avant l'heure, c'est la région de Fratesina, donc Fratesina Polesine, on est à quelques kilomètres à l'intérieur des terres, pas très loin de Venise, et on a les premiers ateliers de verriers occidentaux, ça va durer à peu près 3 siècles, et puis ces ateliers vont disparaître, et on ne fabriquera plus de verre au sens propre en tant que matière première en Occident, probablement jusqu'au 8e, 9e siècle de notre ère. Et parce que ce que je n'ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est pratiquement durant toute l'Antiquité et le Moyen-Âge, le verre est produit au Proche-Orient en masse relativement importante, travaillé chez nous, mais chez nous on ne fabriquera pas de verre en tant que matière première avant le 8e, 9e siècle de notre ère, donc l'époque carolingienne, sauf un tout petit accident de 3 siècles en Italie du Nord, donc où on a une production intensive de verre à l'âge du bronze final. Voilà. Alors, le verre, bon, nous aujourd'hui c'est un matériau de transparence, c'est un matériau de vitrage, on connaît surtout le verre dans l'architecture et aussi dans le flaconnage, mais au départ le verre est avant tout un matériau coloré, et on va voir que les verriers ont une source d'imagination infinie pour fabriquer une palette vraiment incroyable à partir de très peu d'éléments. C'est-à-dire que quand on regarde un vitrail comme celui-ci, pratiquement il y a 2 ou 3 éléments colorants qui interviennent. Et en fonction de ces éléments colorants, en fonction de la façon dont on les met en œuvre, on va avoir toute une gamme de couleurs différentes. Voilà. Mais donc ce verre coloré, comme je disais, donc on le retrouve très tôt, 1er, 2e millénaire avant notre ère, tout un tas de verres qui viennent d'Égypte et de Carthage. Vous voyez qu'il n'y a aucun verre transparent. Ce sont des verres qui vont servir à faire des petits plaquages sur du mobilier. Là on retrouve des baguettes de verre bleu, donc avec tout un tas de décors, donc sur cette plaque. Des vases, en forme de poisson, en forme de tête. Alors, le verre, ça sert à quoi? Imite la pierre précieuse. Une pierre précieuse, il faut l'extraire, il faut avoir des blocs suffisamment grands, ça peut casser, ça clive, il y a tout un tas de problèmes. Le verre, on le moule à la forme que l'on veut, on en fait l'objet que l'on veut, on le colore à façon, et on peut en faire surtout des pièces grandes, ce que l'on ne peut pas forcément faire avec la pierre précieuse, où on est limité par la taille donc, de la pierre. Et puis, on peut combiner je dirais, à l'infini les formes. On peut voir donc sur ces têtes, on peut faire ici des baguettes de verre mosaïquées. Alors baguettes de verre mosaïquées, très tôt, je dirais qu'il fait de la physique, le verrier. Il fait une figure, une taille comme ça, imaginez que ça fait à peu près 1 cm à 2 cm de taille. Comment est-ce que le verrier fait? Il va travailler avec des baguettes. Il va prendre des baguettes, il va faire un modèle, ce qui peut faire jusqu'à 10-20 cm de taille, en collant des baguettes les unes aux autres. Et puis, il va chauffer son verre et il va l'étirer. Et il va donc conserver la forme initialement créée dans le module, un peu comme on pourrait faire avec la pâte à modeler ou la pâte Fimo à l'heure actuelle. Il faisait ça à chaud, donc avec des baguettes. À l'heure actuelle, bon, c'est pareil, donc c'est toujours en Indonésie, parce que bon, ces gens-là travaillent avec des techniques, enfin ils essayent de travailler avec des techniques assez anciennes. On a des toutes petites figurines donc, de verre qui font moins de 5 mm de diamètre, produites à partir de figures initiales qui font plus de 10 cm de côté.
simplement. Donc, alors, et tous les défauts de la figure initiale avec les baguettes qui se raccordent mal et autres, une fois que le verre est fondu et étiré, bah, on arrive à avoir des figures extrêmement fines avec un détail parfait. Voilà. Donc âge du bronze, âge du fer, donc pareil, énormément de couleurs, mais on voit quand même que le bleu domine, bleu et jaune dominent ici. On a essentiellement donc deux couleurs. Le bleu bah, lié à la métallurgie du cuivre, et puis lié aussi à la présence d'un autre élément qui est le cobalt. Et les jaunes qui sont liés à des opacifiants, antimoniate de plomb, antimoniate de calcium. Dans l'Antiquité, période augustéenne, là encore on va avoir le verre et on voit vraiment qu'on combine le verre dans une multitude de formes, de couleurs. On peut insérer de l'or, on peut insérer tout un tas d'objets. C'est vraiment l'objet coloré par idéal. Et aussi l'imitation de la pierre, on voit ici en bas, et cette imitation d'agate et de calcédoine, donc à partir du verre. Donc de façon à faire des vases de taille importante. Voilà. Autre exemple de cette perle, on a une perle orange. Alors l'orange, pratiquement, on ne sait pas le produire. C'est une couleur que durant l'Antiquité, le vert orange au sens strict n'existe pas. Pourtant, il y a une multitude de verres orangés, mais ces verres, c'est du faux orange. En fait, c'est une combinaison de rouge et de jaune. Et là, c'est là qu'aussi intervient donc l'intérêt de l'observation de l'objet avec des techniques comme le microscope ou la binoculaire, parce que quand on observe ce verre en détail, on voit qu'on a juxtaposition de phases rouges et de phases jaunes. Donc, avec des gros cristaux dans les phases rouges, des petits cristaux dans les phases jaunes. Et là, la surprise, c'est quand on analyse la composition de ces verres, le verre jaune et le verre rouge ont exactement la même composition. Les cristaux jaunes et les cristaux rouges ont exactement la même composition. C'est de la cuprite. Sauf que la cuprite, en tout d'une certaine taille, est jaune, et au-delà d'une certaine taille, est rouge. Et donc, on a, et là c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on voit un peu la maîtrise du verrier qui va, en fonction du refroidissement du verre, arriver à produire soit des verres rouges, on connaît des verres rouges à la cuprite entièrement rouges, avec des gros cristaux de cuprite, on ne connaît aucun verre jaune, mais on a ces verres oranges qui sont donc produits certainement avec des conditions de refroidissement un peu spéciales, en faisant bien attention, de façon à avoir à la fois des tout petits cristaux et des gros cristaux, et une juxtaposition donc, de ces phases-là. Et on voit très bien ici la taille, donc ici vous avez les gros cristaux qui sont rouges, et là c'est tout petits cristaux qui sont jaunes. Alors, haute période royale pour la coloration du verre, c'est l'époque médiévale avec les vitraux. Et là, donc on va s'arrêter un petit moment sur les principaux colorants utilisés dans l'industrie verrière et céramique, parce que les céramistes utilisent à peu près les mêmes colorants. Alors, pour produire du verre blanc, il y a différentes solutions. Les premiers verres blancs, c'est des verres pleins de défauts, c'est-à-dire des verres pleins d'infondus, des verres pleins de bulles. Et c'est vrai que ces bulles dans le verre, on a une quantité d'exemples à l'âge du bronze, vont produire un verre qui va être opaque, simplement. Alors, est-ce qu'ils rajoutaient du carbonate, est-ce qu'ils rajoutaient des choses comme ça pour produire ces bulles? On ne sait pas. On n'a pas retrouvé comment ils produisaient ces verres avec vraiment des petites microbules qui vont donner une impression donc, de blanc opaque. Puis très tôt, au Proche-Orient, en Égypte, en Mésopotamie, on va rajouter des sels qui vont être de l'antimoniate de calcium, des oxydes d'étain ou des oxydes d'antimoine. Alors là, l'antimoniate de calcium, on les trouve souvent sous forme de cristaux parfaits à l'intérieur du verre. On peut penser qu'ils sont, dans un premier temps, on peut penser que certains ont été régénérés dans le verre. Probablement, par contre, qu'ils ont été ajoutés quand le verre est parfait et commence à refroidir. Parce que si on réchauffe souvent ces verres blancs, ils deviennent incolores lors du refroidissement. On va remettre en solution souvent l'antimoine et l'antimonate de calcium, et on ne va pas, en refroidissant, reproduire un verre incolore. Enfin, un verre opaque blanc. Donc on peut penser là qu'on a introduction d'une phase cristalline dans le verre plutôt à température moins élevée. Les jaunes opaques et les jaunes transparents, antimoniate de plomb, stannate de plomb, oxyde cuivreux, on a vu, pour produire des jaunes, et puis le fer essentiellement. Pour produire du verre incolore, deux solutions. Le verre incolore à l'époque, c'est soit du quartz ultra pur et des fondants ultra purs, mais ça ils ne connaissent pas. Ils ont les produits qu'ils ont, je dirais, ils ne savent pas les purifier correctement. Donc on va, là encore, faire de la chimie, on va faire de l'oxydoréduction. Le fer, il a différents états en fonction donc, de son... On va rajouter du manganèse ou de l'antimoine pour contrôler justement l'état d'oxydation du fer ou pour ajouter une couleur complémentaire pour faire un verre incolore.
Les verres verts sont produits par le fer, le cuivre, et puis plus tard par l'uranium, le chrome, mais ça on est sur des périodes beaucoup plus récentes. Le bleu, cuivre, cobalt ou fer. Le rouge, cuivre et fer. L'orange, cuivre, pour le rouge et le jaune. Le violet, manganèse. Et le noir, c'est une couleur saturée, fer, manganèse, cobalt, cuivre. On peut voir déjà dans ce tableau que le cuivre intervient pour faire du noir, de l'orange, du rouge, du bleu, du vert, et éventuellement même de l'orange. Donc c'est déjà un colorant qu'on va maîtriser en fonction de son état. Si jamais on a du cuivre de plus, dans un verre normal, il va donner du bleu. Si vous rajoutez un peu de plomb, la couleur va plutôt virer au vert. Si on a du cuivre Cu+, donc sous forme donc, de cuprite, on va avoir un verre rouge si la cuprite est en excès et qu'elle cristallise, un verre plutôt dans les jaunes, jaunâtres si la cuprite est soluble. Et si on a du cuivre réduit à l'état métallique, on va obtenir un verre rouge simplement par réflexion de la lumière sur les particules de cuivre. Voilà. Alors, très tôt, quand je dis très tôt, non. Les premières recettes vraiment de verrier datent du XIe siècle. C'est les manuscrits du moine Théophile qui reproduit des textes, qui a vu travailler des verriers, qui dit à peu près comment le verrier colore le verre en récupérant des verres antiques, mais il ne donne pas vraiment d'explication. Par contre, dans l'art de la peinture sur verre, qui a été écrit en 1771 par Le Vieil, on retrouve déjà un certain nombre d'informations qu'on avait déjà chez Néry un siècle plus tôt, et il donne déjà les matières pour produire le blanc opaque sont l'étain calciné et le putti. Alors, à chercher ce que c'est, hein. L'antimoine calciné, l'arsenic, la corne de cerf ou les os calcinés. Donc déjà, on a 3 matières pour produire le blanc. Pour le rouge, l'or, le fer, le cuivre, le manganèse, antimoine. Pour le bleu, le sable et le cuivre, et ainsi de suite. Il décrit. Par contre, toujours dans le même manuscrit, on voit, il paroque entre ces matières le cuivre et le métal qui, relativement à ces différentes préparations, entrent le plus dans la teinture du verre en diverses couleurs. Donc déjà, ils avaient remarqué qu'avec le cuivre, on pouvait faire une palette relativement incroyable de couleurs. Par contre, toujours, on voit que les matières premières que ces verriers utilisent n'ont pas toujours la même pureté et pas forcément toujours la même composition. On voit ici cette remarque qui dit que Kuhnkel contredit ici formellement Néry et dit qu'il s'en faut de beaucoup que les doses de safre et de magnésie ci-dessus indiquées donnent une couleur de grenat. C'est-à-dire qu'on peut penser que Kuhnkel avait affaire à des produits, que Néry avait affaire à des produits qui portaient le même nom, pas forcément dans les mêmes concentrations, pas forcément avec la même pureté, et que quand Kuhnkel a essayé de reproduire la recette de Néry, ça ne marchait pas. Pourquoi est-ce que ça ne marchait pas? Là c'est pareil, aujourd'hui on a les produits Rhône Poulenc, on a les produits comme ça, c'est des produits qui sont purs, on sait exactement ce qu'il y a dedans. À l'époque, c'est des sels qu'on a calcinés, c'est un certain nombre de produits comme ça, il y a des impuretés, il y a des traces parfois en quantité relativement importante. Quand on regarde un colorant cobalt au XIVe siècle, le principal composant du colorant cobalt c'est le fer. Le cobalt est en quantité minime dans le colorant. Pourquoi? Parce qu'il a un pouvoir colorant très élevé. Donc, vous analysez un colorant qu'on appelle du safre au XIVe, vous trouvez pratiquement 50% d'oxyde de fer. Et pourtant, c'est le cobalt, 1 ou 2% qui a le pouvoir colorant. Voilà. Alors, une coloration particulièrement difficile à obtenir, c'est l'aventurine. L'aventurine, aujourd'hui, c'est un verre qu'on connaît bien, produit essentiellement, malheureusement, je dirais, en Chine et en Europe de l'Est, alors que les premiers à le produire étaient plutôt les verriers donc vénitiens. Voilà, donc l'aventurine, ce sont des cristaux de cuivre de relativement grande taille, que l'on a ici, disséminés dans une matrice de verre, qui en fonction de la couleur du verre, va donner un verre bleu ou un verre rouge. Alors on appelle ça parfois goldstone, hein, quand les marchands ne sont pas très honnêtes et qu'ils ne veulent pas reconnaître que c'est du verre. Bon, l'aventurine, on a des aventurines oxyochrome en verre vert, mais donc voilà un petit peu l'ensemble des formes cristallines du cuivre que l'on retrouve à l'intérieur de ce verre. Et on voit ici tout un tas de recettes de la fin du XVIIIe. Alors surtout ce qu'il faut retenir, c'est que bon, il y a une recette qui dit donc on a fait des palais d'aventurine qui étaient plus ou moins réussis, mais ça se termine souvent par que ta volonté soit faite à la volonté de Dieu et ainsi de suite. C'est-à-dire que le verrier ne maîtrise pas tout. Le problème de la fabrication d'aventurine, comme on a été étudié au laboratoire à l'heure actuelle, c'est le refroidissement. C'est pas tellement ce que l'on met dans le verre, c'est la façon dont on va contrôler le refroidissement de la phase vitreuse de façon à permettre aux cristaux de croître. Alors aujourd'hui, avec des fours électriques bien isolés, c'est facile,
Imaginez des fours sur la lagune de Venise, entre l'été et l'hiver, les conditions météo qui changent. Ah ben oui, de temps en temps ça marche, de temps en temps ça marche pas. Donc on essaie de perfectionner la recette, on essaie de trouver des petits plus, et chacun il va de sa recette, il va de son... Alors on va boucher les orifices du four, on va attendre tant de temps, on va rajouter de la semoule parfois comme réducteur, on va faire tout un tas d'essais. Puis au 19e siècle ça marchera beaucoup mieux. Mais les premiers verres du 17e, 18e, ben, ils s'en remettent un petit peu à la volonté de Dieu, donc comme c'est écrit dans ces recettes-là. Voilà. Donc pour finir sur cette partie colorant, le cuivre, donc toute une gamme de couleurs, hein, de l'aventurine à l'orange, au vert, au rouge, au jaune, même dans certains cas. Le manganèse, on produit à la fois du vert incolore, du vert violet, diverses autres teintes intermédiaires entre violet et incolore. Le fer, on va produire de l'ambre, du bleuté, du noir, relativement incolore quand on utilise avec le manganèse, ou du rouge, ici, dans des décors de verre énergie. Antimoniate de plomb et d'étain, pour produire essentiellement le jaune et le blanc. Le cobalt, un seul élément pour produire ce bleu profond qui est lié au cobalt. Et puis sur des périodes plus récentes, arsenic, or, uranium, sélénium, donc dans les colorants plus modernes. Alors, je ne sais pas où j'en suis au niveau temps. Le temps avance. Alors, on va finir sur Bernard Perrault. Alors, pourquoi Bernard Perrault? Vous êtes à Orléans. Bernard Perrault, c'est un immigré. Heureusement qu'ils étaient là, d'ailleurs, parce que sinon, la verrerie ne serait pas en France qu'elle est certainement aujourd'hui. Un immigré italien qui vient de la région d'Alcar. À cette époque du XVIe, XVIIe siècle, il y a une grande migration, et ces verriers italiens, qu'ils soient de Venise ou d'Alcar, ben, ils émigrent un peu dans toute l'Europe, ils amènent leur savoir-faire, ils voyagent beaucoup, ils sont en relation avec tout un tas de gens, et ils vont un peu révolutionner la fabrication du verre. C'est ce qu'on appelle la grande époque des verriers alchimistes. Voilà. Et donc, pourquoi donc Bernard Perrault? Donc, c'est un verrier qui va s'installer à Orléans, donc en 1668, qui va mourir en 1709. Et donc, ce que l'on a de lui, on a très peu de choses. Parce qu'il n'a pas laissé d'écrits, il n'a pas laissé de recettes. Par contre, il y a tout un tas de vers qui lui sont attribués. Et en particulier, on retrouve son nom par rapport à la cathédrale d'Orléans, où on peut voir qu'on a donc en 1687 commande de vitraux de la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans à Guillaume le Vieil. Alors Guillaume le Vieil, c'est le grand-père du verrier qui a fait un traité de coloration du verre un siècle plus tard. Puis en 1774, justement, donc, Pierre le Vieil, donc ce petit-fils de Guillaume, donc, il signale déjà de l'archivage, c'est-à-dire qu'il a retrouvé dans les papiers de son grand-père une facture, et il va publier cette facture dans son livre, en disant donc qu'il a acheté à Perrault donc un certain nombre de verres, on va le voir après. Les archives d'Orléans ont pratiquement toutes brûlé durant la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, donc l'abbé Chenseau les avait étudiés en 1921 et publiés, et donc on a un certain nombre de textes là-dessus. Donc, le texte publié par Le Vieil donc, nous dit que le 3 septembre 1689, M. Le Vieil, entrepreneur des vitres de Sainte-Croix, doit au sieur Perrault de la verrerie d'Orléans pour les vitres de couleur qu'il lui a livrées ce jour, et donc du verre vert, du verre rouge, du verre bleu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qu'en dit le petit-fils un siècle après. Il dit: j'ai conservé 2 tables de verre de couleur d'environ 1 pied de superficie chacune, l'une bleue, l'autre vert, que mon père fit venir de Rouen après le décès du sien. Donc déjà, ça nous renseigne sur la façon dont on transmet le patrimoine des verriers, du grand-père jusqu'au petit-fils. Le verre est un matériau précieux, on ne le jette pas, on le transmet. Par contre, ce qu'il en dit, c'est un peu moins sympa. Elles m'en traçaient par leur texture d'un verre dur et épais et leur surface sondée et raboteuse, combien l'art de la verrerie dans ce genre était déchu de l'état où il était dans le XVIIe siècle. En gros, au XVIIe, ils travaillent comme des cochons. C'est traduit, mais voilà, c'est ce que ça veut dire. Alors, comment expliquer ça? Alors ça, disons, par rapport à Perrault, ça nous avait un peu intrigué, parce qu'on étudiait Perrault. Perrault est connu pour des pièces merveilleuses dans la verrerie, le portrait de Louis XIV et du duc d'Orléans, des pièces de verrerie vraiment un peu kitsch, mais très bien réalisées. Donc comment, si Perrault avait fabriqué ces verres, on pouvait avoir du verre de si mauvaise qualité? Et ça, alors, on a eu la chance, c'est que la cathédrale d'Orléans était en restauration dernièrement, et les baies ont été entièrement, les 2 roses ont été entièrement démontées. On a eu accès donc directement aux vitraux. Et c'est vrai, quand on regarde le vitraux en haut là, à gauche,
On voit quand même qu'on a une surface qui est complètement vérolée, on va dire, hein, boursouflée, et bon, il n'y a rien qui tient. Toutes ces surfaces sont plutôt ondulées, c'est pas du joli verre à vitre tel qu'on a au 14e, au 15e, on a des vitres parfaitement plans, sans aucun défaut. Alors, on a même carrément ici un petit morceau de verre qui a éclaté, qui s'est recollé sur un autre. Alors, ce sont des verres qui ont de la grisaille. La grisaille, qu'est-ce qui se passe? C'est que le verrier va acheter ses plaques de verre, il va les peindre, il va les recuire pour mettre en place la grisaille, donc pour fabriquer le vitraux, les décors. Et donc on a donc un certain nombre de défauts sur ces choses-là. Alors quand on regarde le verre en détail, on s'aperçoit que le verre qui a le plus de défauts, c'est le verre vert. Un verre qui est souvent décoré avec de la grisaille. Que le verre rouge et le verre bleu n'ont pratiquement pas de défauts, mais qui sont simplement ondulés, mais qui ont une surface quand même qui est relativement lisse. Voilà. Alors, l'explication, je vais la donner maintenant, mais normalement bien après, c'est Perrault était un verrier qui était vraiment innovant et qui fabriquait tout un tas de recettes différentes. Et en fait, il était un des premiers à fabriquer des verres au plomb en France. Il faudra un siècle de plus pour que les verres au plomb soient officiellement fabriqués en France. Et dans ses recettes, il introduisait jusqu'à 20-30% d'oxyde de plomb pour fabriquer son verre. Un verrier comme Le Vieil, à l'époque, il est habitué au verre calcique pour les verres à vitre. C'est un verre donc, qui est relativement dur, qui lorsqu'il se met en forme ne se déforme pas. Et quand on le cuit pour mettre la grisaille, il ne se déforme pas non plus. Vous mettez votre plaque de verre, vous peignez, vous mettez dans le four, vous cuisez et vous avez donc votre verre impeccable avec la grisaille qui est cuite. Si vous mettez dans les mêmes conditions un verre fabriqué par Bernard Perrault qui a 20 ou 30% d'oxyde de plomb, je pense que dans les conditions de cuisson de la grisaille, le verre ne va pas aimer, il va se mettre un peu à se déformer, il va se mettre à bouillir. Et surtout que la grisaille contient du plomb, donc on va rajouter encore plus de plomb dans le verre. Et à ce moment-là, le verre ne va pas tenir, il va se déformer complètement. Ce qui explique ce qu'on a sur la cathédrale d'Orléans. Donc en fait, ce n'est pas probablement Perrault qui fabrique mal ces verres, c'est simplement que ces verres ont été utilisés à mauvais escient. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été utilisés ce pourquoi ils étaient produits, pas pour faire de la grisaille. Voilà. Alors on a eu aussi la chance à Orléans de retrouver le bâtiment où a certainement été l'atelier de Bernard Perrault. Alors malheureusement, tout a été détruit pratiquement, sauf qu'on a retrouvé dans des murs construits après la vente de l'atelier par Perrault, des résidus de verre dans les murs. On voit ici hein, un bloc de verre là, des résidus de verre ici. Voilà donc tout un tas de matériaux comme ça. Lors de l'anniversaire de la mère de Perrault, donc en 2009 à Orléans, il y a une rétrospective de ces productions donc, au musée d'Orléans. On a pu donc analyser tout un tas d'objets attribués à Bernard Perrault. Donc voilà, quand je disais que c'était assez kitsch hein, pour certaines choses, mais on a quand même le portrait de Louis XIV et du duc d'Orléans, plus par contre des petits saladiers, des trucs vraiment très sympathiques aussi. Donc des verres façonnés d'une certaine façon, et ce qui surprend quand on regarde ces verres, c'est qu'on a énormément de verre au plomb. Donc, ce qui nous a aussi intéressé, et ce qui montre que les verres de la cathédrale ont vraiment été produits par Perrault, c'est que sur deux des verres rouges qu'on a ici, issus des vitraux de la cathédrale, bon bah là on voit les trous produits par l'ablation laser, hein, qui permet d'analyser les différentes couches, on a exactement la même composition que sur un des portraits, qui est censé avoir été fabriqué en 1687-1688, alors ces verres datent de 1689. Donc on voit vraiment que là, on a vraiment un lien très fort entre les productions attribuées à Perrault et les verres de la cathédrale donc, qui nous sont aussi attribués. Et ce qui est intéressant, c'est surtout ce diagramme-là. On est dans une époque qu'on appelle les verriers des alchimistes. Le verre cristal est attribué à un certain Ravenscroft, qui est un verrier anglais, mais on en a fabriqué aussi aux Pays-Bas et autres. Et on voit que tous ces verres qui sont pratiquement contemporains, bon, Ravenscroft est mort en 1674, donc un petit peu avant Perrault, mais on voit donc que tous ces verres ont des compositions extrêmement proches, et que si le cristal a peut-être été finalisé en Angleterre, donc par Ravenscroft, il y a tout un courant de fabrication de verriers qui vont tendre à peu près vers les mêmes produits à la même époque. Ces gens sont en contact les uns avec les autres. Et donc on a une sorte de guilde de verriers alchimistes sur cette époque-là. Donc toujours sur Perrault, bon, des verres assez étranges à l'or et à l'arsenic. Alors là encore, on a des recettes de Perrault que l'on va retrouver simplement 50 ans, 60 ans après sa mort. Donc ce qui montre là encore que certains objets ont pu être fabriqués à une époque, que la transmission par les textes n'est pas forcément immédiate,
que la transmission par les textes va se faire quand le procédé est maîtrisé, et puis il peut être donc officialisé de façon en texte, alors que pendant toute une époque, il peut y avoir une tentative d'approche de ce procédé-là qu'on ne va pas forcément formaliser. D'autres productions de Bernard Perrault. Voilà. Et des verres au plomb, donc de composition extrêmement variable, de 5 à 38%, certains qui ont vraiment la composition du verre cristal, qu'on utilise encore aujourd'hui, d'autres qui sont assez éloignés, mais qui montrent par tâtonnement un petit peu comment on peut arriver à une composition et comment cette composition mal employée peut laisser penser que certains verres étaient de mauvaise qualité, alors qu'en fait non, quand on regarde le portrait, quand on regarde tout un tas d'autres verres attribués à Bernard Perrault, on a des verres au plomb d'excellente tenue, qui ont très bien résisté au temps et qui sont encore, donc qui font la... Si vous avez l'occasion d'aller au musée des Beaux-Arts d'Orléans, il y a tout un tas d'objets encore à lui qui sont posés là-bas. Voilà. Donc je sais pas, par rapport à l'heure... Bon. On avait prévu un peu de questions, peut-être éventuellement. On va passer aux questions. Hein. Ouais. Parce qu'il y avait d'autres choses, mais bon, ça c'est... Non. Juste une dernière petite chose, 30 secondes, simplement pour dire à quoi servent aussi les analyses. On a mis en évidence dernièrement, dans des tombes mérovingiennes, donc on est fin 5e, début 6e siècle de notre ère, on est en Charente, en Belgique, en Bretagne, dans le sud un peu plus bas dans le sud-ouest de la France, des perles en verre que vous avez ici, et ces perles en verre, on a toutes les preuves qu'elles viennent du Sri Lanka ou d'Inde du Sud. Donc l'analyse du verre peut nous permettre aussi de retrouver son origine, et quand je parle de circulation des matériaux, de voir un petit peu les circulations commerciales. Voilà. Demain, pour ceux qui viendront au laboratoire, vu qu'il y a la visite du labo, il y aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus. Au nom de l'UDPC, et en particulier de Mme Sélier et de M. Tony Bollot, je peux vous remercier pour ce petit présent. Il y a un peu de lecture, un peu à boire et un peu... Merci. On va passer aux questions. Vous n'avez pas parlé des émaux. Alors, je n'ai pas parlé des émaux parce que c'est des techniques un peu différentes. Là. Les émaux sont essentiellement producteurs, même si on a eu des essais, c'est pas vraiment la pratique du verre en tant que. Même façon, je n'ai pas parlé des céramiques, des blessures céramiques. C'est une technique différente qui est pas ensemble par les mêmes personnes. C'est vrai que l'éloignage va se faire dans un atelier en bambou plus restreint. C'est à la fois une technique d'orfèvre, j'ai un point de vue artisanat, c'est pas de l'artisanat que verrier au sens propre. Les émaux, bon, on connaît surtout les émaux minéraux, tout ça. Alors, les verres égyptiens, c'est pas des mailles, hein, c'est des petites plaquettes de verre, support, des choses comme ça. Donc, vraiment les mailles cloisonnées, c'est plutôt l'époque médiévale. Donc, le verre, il va apparaître plutôt en Occident. Les premiers verres qu'on voit en Occident sont contemporains des premiers verres qu'on a au Proche-Orient. C'est-à-dire que les perles les plus anciennes qu'on a retrouvées en France datent du monde moyen. On est les environs du 14e siècle sur notre ère. Donc contemporain des papes lumineux, du contemporain des premiers feux verriers. Pratiquement, on peut dire que très tôt, on a utilisé le verre du 18e, 19e siècle pour le trafic d'esclaves et autres. On peut penser que très tôt, les saints millénaires du Proche-Orient vont venir auprès des tribus de sauvages qui sont chez nous et échanger ce matériau contre soit du minerai, soit des choses comme ça. On a par contre des sauvages. On a par contre des évidences. On est en train de développer un programme avec le Danemark sur les perles justement de la bronze, où on montre que très tôt on a des routes commerciales qui sont en particulier de la route de l'ambre, parce que les populations de la Baltique ont des quantités d'ambre énormes, matériaux très prisés par les civilisations méditerranéennes, et on retrouve par exemple en Baltique, à l'âge du bronze, il y a des quantités de cuivre phénoménales. Ce cuivre, il n'est pas local, il n'est pas actuel, il vient de Chine. C'est-à-dire que déjà, on est là à 400 dans les terres, on a des routes qui vont traverser le Rhône, on ne pense pas qu'elles sont des routes navigables, qui vont certainement remonter les Danubes puis le Rhin, arriver donc dans les Vallons, remonter jusqu'à la Baltique,
premiers verres occidentaux en Europe sont contemporains, je dirais, des verres, sont polyconchoriants. Et pour revenir à l'émail, on ne va pas trouver des mots, parce qu'on ne peut pas parler de verres magnétiques ou des mots avant le populaire. Oui, ils étaient sur place. Alors oui, les ateliers, bon, on a des textes là-dessus, on a des livres qui nous parlent justement de la récupération de cristal de mosaïque pour fabriquer des mots. Bon, un émailleur, son atelier est probablement lié avec les ateliers d'orfèvre, avec les ateliers de... Et donc, il ne va pas se trouver probablement un atelier de musique. C'est un travail qui est, pour moi, assez différent, beaucoup plus minutieux. Il n'est pas de la production de pièces, importantes, de la radio. Comment on fait justement pour localiser, pour être sûr que la provenance du cuivre, c'est bien la Chine? Non, Chypre. Chypre, dans le cas de... Ah, pardon. Alors, il y a différentes techniques. Là, ce ne sont pas nos travaux, c'est les travaux de collègues, et c'est de l'analyse isotonique. L'analyse isotonique. C'est-à-dire qu'on a regardé, bon, avec le cuivre, il y a un certain nombre d'autres choses, il y a toujours un peu de son, il y a toujours un peu de différents éléments. Alors, les isotopes du cuivre, on ne fait pas encore parfaitement, on essaie de les mettre au point ces techniques, les isotopes des vins aussi, mais à la fois l'analyse des éléments traces et l'analyse des isotopes du cuivre ont montré qu'on avait une provenance chypriote au niveau de ces analyses. Pour le verre, c'est les matières premières. C'est-à-dire que les matières premières changent d'un endroit à l'autre, les recettes de fabrication changent, et donc on peut attribuer un lieu de fabrication en fonction de la composition. Alors parfois on a plusieurs solutions, mais quand on combine chronologie, typologie et composition, souvent les probabilités se réduisent et on arrive souvent à une seule solution. Alors, les premiers verres transparents que l'on a sont relativement précoces. Alors c'est pareil, plus on utilise les analyses, plus on fouille. Avant, on disait que les premiers grands verres transparents, c'était la troisième avant. On a des évidences de perles parfaitement transparentes, je dirais, aux environs du tournant du premier millénaire avant. Alors, ce n'est pas des grosses productions, ce sont des perles, et là encore, l'idée c'était d'imiter plutôt le quartz, d'imiter des cristal de roche, des choses comme ça. Ça reste rare. C'est-à-dire que quand on regarde en proportion, c'est moins d'1% du vernis. Par contre, plus on va se rapprocher de l'Antiquité, je dirais c'est le verre, ce qu'on appelle le verre incolore. Vraiment le beau verre incolore, c'est 2e et 4e siècle de l'Antiquité, où on a un verre parfaitement limpide. Je dirais que les procédés actuels n'ont rien à demander. C'est un verre d'une transparence parfaite, et c'est un verre décolorant antimone, ça ne va pas durer très longtemps, mais pendant 2 siècles. On a cette production de verre parfaitement incolore en tant que verre à vitre, verre à vaisselle. Avant, le verre, il a souvent une teinte, lui aussi de fer, il y a un certain nombre de choses. Donc, ces verres qui sont très incolores, par contre, une caractéristique, c'est qu'ils ont beaucoup moins d'alumine que les autres, beaucoup moins de choses. On peut penser à rare. Donc, ils sont en fait souvent moins bien conservés. Les pièces qu'on a mieux, c'est un effet de nécropole, comme ça, on a des verres qui n'ont pas suivi vraiment beaucoup de travail avec le temps. Donc, on a des verres volontaires, des verres des entrées, mais c'est vraiment important. Avant, ça reste anecdotique. Et puis après, par contre, en tout Moyen-Âge, les verres incolores, c'est du verre fantastique. C'est lié dans le centre forestier, on n'a pas des cultures, mais on va revenir au verre de cristallo. Donc le verre, réinventé à Venise vers le XVIIe siècle, où les gens vont revoir faire des verres qui sont incolores. On va avoir des cristals de fond, qui ont fait certaines différences de parfaitement incolores. Et justement, les premières recettes des verres vénitiens essayent de purifier les produits. Donc on va purifier les solvants, on va pouvoir prendre du quartz pur, et les premiers verres sont solides. Parce qu'on a lessivé les cendres, on saura plus la potasse ou plus la soude, on a viré la chambre, on a viré tout le reste. C'est sûr que le produit est un peu donc on va rajouter progressivement certains composants de façon à avoir un verre incolore qui est dans. Quelles sont les méthodes de travail des grands verriers comme Marc Chagall? Alors là, vous posez une colle.
Non, là, si vous voulez, bon, c'est des débats beaucoup plus récents. C'est vrai qu'on va travailler, nous, on travaille surtout sur des périodes, donc, comme je m'arrête au verre à bouteille au XVIIIe, XIXe siècle. Les dernières choses qu'on étudie, c'est la mise en place de l'industrialisation du verre entre, je dirais, la deuxième partie du XVIIIe siècle et la première partie du XIXe. Donc on va être de 1750 à 1850, quand on a l'industrialisation des procédés pour produire. Il faut produire de la bouteille en grande quantité, de la bouteille qui soit solide, qui fasse des transports maritimes de longue distance, qui résiste au champagne. La fabrication des bouteilles de champagne était un gros problème à résoudre pour les derniers, parce qu'il fallait à la fois un contenant pas cher, facile et qui résistait à la pression. Donc si on montait, on pouvait le faire en augmentant les parois, sauf que la bouteille devenait beaucoup plus lourde que le contenant, donc c'était pas rentable. Donc avoir la bouteille la plus légère possible et qui résiste le maximum aux pressions, donc aussi bien en jouant sur la forme et jouant la composition du verre, donc pour avoir un matériau qui résiste déjà à un cahier des charges. Donc nous on s'arrête là. Chagall, c'est... D'autres questions? J'en ai une dernière. Oui. Le verre de Baccarat, quelle est sa particularité? Alors Baccarat, c'est le cristal de plomb. C'est Saint-Louis, non, après. Alors la seule chose que je peux dire, c'est qu'il commence à fabriquer le cristal de plomb officiellement en France un siècle après Perrault. C'est-à-dire que les premiers verres officiellement fabriqués en France au plomb, donc c'est ça. Mais sinon, quelle est la spécificité? Hormis la fabrication de cristal, je dirais, c'est un verre au plomb, tout ce qui est plus classique. Il a, si je peux me permettre, oui. Il a 30% de plomb au lieu du 24% normalement. Alors le cristal, la gamme de composition du cristal est assez variable. Le Baccarat, c'est Disons que quand on regarde l'ensemble des compositions, alors c'est vrai, au niveau industriel, sur les cristaux récents peut-être, mais on avait déjà ce type de composition dans un certain nombre de verres déjà bien avant. Sachant que les premiers vraiment verres au plomb que l'on a, on les retrouve dès l'époque, alors on les trouve en Chine, où on a dans les premiers siècles de notre ère des verres qui ont 35% de plomb et 15% de barium. Et on les a après à l'époque islamique, où on a des verres qui montent à 80% d'oxyde de plomb. C'est 80% de plomb, 20% de silice, et le reste, comme je dis, ça joue aux billes à côté, parce que c'est inférieur au pourcent. Donc on a un verre qui est vraiment à base de plomb et de silice, essentiellement. Et c'est un verre qui a très bien résisté, qui est très dense, et qui a un très beau brillant, et on retrouve des perles encore en verre comme ça, probablement là aussi pour imiter des perles comme le topaz ou des trucs de ça. Merci beaucoup. Merci pour cette interview. déjà, voilà, on a